Bonjour Olivier Luansi. Bonjour. Alors vous êtes le bienvenu sur le plateau de MTV. Merci. Vous vous adressez à la communauté des Gazas et plus largement celle des ingénieurs. Alors première question, juste un petit peu, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, on se présente en général souvent par sa carrière ou sa formation, donc je vais commencer par là. J'ai pas eu une carrière très linéaire, toujours autour de l'industrie, de l'innovation, des sujets d'énergie. Et je la présente d'habitude en disant que j'ai passé 10 ans dans l'industrie, la vraie, la lourde, chez Saint-Gobain. J'ai dirigé les activités de Saint-Gobain en Europe centrale et orientale pendant 4 ans, qui était mon dernier poste chez Saint-Gobain. J'ai une vie de fonctionnaire également. J'ai travaillé pratiquement à tous les étages de la fonction publique, alors j'ai fait un stage de 1 an à la Banque mondiale, mais j'ai travaillé à la Commission européenne, dans un conseil régional, le Nord-Pas-de-Calais, et puis pour l'État central, avec la particularité à chaque fois d'avoir fait un poste en cabinet, donc j'ai conseillé des hommes et des femmes politiques à chaque fois, et puis un poste de fonctionnaire avec des grades qui ont augmenté avec l'âge, et le dernier que j'ai fait, ça a été d'être le premier délégué au territoire d'industrie, donc de créer cette brique de politique industrielle qui s'appuie sur les territoires. J'ai une carrière aussi de consultant. Alors, c'est un métier qui n'est pas toujours apprécié, qui est pétillant, et intellectuellement, c'est vraiment super. Ça m'a permis de découvrir d'autres secteurs industriels. Saint-Gobain est un groupe déjà assez diversifié, mais je ne connaissais pas la chimie, je ne connaissais pas l'automobile, je ne connaissais pas trop l'extraction et les minerais. Donc, c'est un peu moins de 10 ans de consultant m'ont permis de découvrir, je dirais, le reste de l'industrie que je ne connaissais pas, avec 2 ans, la digitalisation et la sécurisation des approvisionnements. Et puis au moment où vous m'interviewez, je viens de changer au nouveau de carrière, puisque je m'oriente vers l'enseignement, vers la transmission. Et je suis depuis quelques jours professeur de chaire au CNAM sur la décarbonation de notre industrie. Ce sera peut-être mon dernier morceau de vie professionnelle, ma dernière décennie de vie professionnelle, avec la capacité de transmettre ce que j'ai appris, puis d'avoir une liberté d'expression. Alors justement, si vous êtes sur ce plateau, c'est que on vous a aussi détecté depuis de nombreuses années comme étant quelqu'un qui porte des messages autour des problématiques de réindustrialisation. Petit flashback en arrière, en novembre 2023, le ministère de l'économie vous charge d'une mission, celle de la réindustrialisation de la France à horizon 2035. Et vous remettez fin avril un rapport qui finalement ne va pas être rendu public. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce rapport? Alors, pour continuer un peu le teasing, je vais remonter un peu plus loin pour faire vivre le teasing. En fait, on est à la fin de l'été 23. La loi Industrie verte vient de sortir. Le gouvernement Bercy exprime un objectif de faire 15% d'industrie dans le PIB. Et à cette époque-là, comme j'ai passé 2 ans et demi à l'Élysée, je garde des contacts, je signale, je dirais quelque chose qui était un sujet d'inquiétude pour moi à l'époque, en disant, vous affirmez un objectif de 15% dans le PIB, très bien, c'est ambitieux. Simplement, moi, quand je regarde les études qui sont faites par l'administration ou par des corps publics, ça peut être France Stratégie sur la formation à l'époque, c'était le rapport du préfet Mouchel-Blaisio sur les besoins en foncier, c'était les rapports de RTE sur les besoins en électricité. 3 sujets quand même fondamentaux pour l'industrie, le foncier, la formation, l'énergie. Et tous les rapports administratifs étaient, eux, sur une hypothèse de 10% du PIB maintenu niveau actuel qu'on a depuis 2010, mais maintenu à ce niveau-là. Et donc l'alerte que j'avais faite à la fin de l'été 23 était de dire, c'est bien de dire qu'il faut faire 15%, mais quand l'intendance est à 10%, il y a quelque chose qui va mal se passer. Que l'ambition politique soit un peu plus forte que l'intendance, c'est normal, c'est classique, les organisations humaines sont plastiques, elles arrivent à s'adapter à ça. Mais quand l'écart est entre 10% et 15%, c'est-à-dire 50% d'écart, là, on a un vrai risque, c'est de se prendre les pieds dans le tapis. D'où cette mission, signée par Bercy, par Bruno Le Maire et Roland Lescure, avec 2 volets. Le premier, c'est de dire, dites-nous quelle est la bonne trajectoire et les bons indicateurs à prendre. Donc quel est le bon objectif de réindustrialisation et comment on peut le mesurer à 2035? Et puis pendant que vous y êtes, faites-nous un peu la liste des leviers qu'on pourrait activer. Alors si vous nous dites qu'il faut baisser les impôts de production, c'est bien, vous êtes gentil, mais on le sait, on a d'autres contraintes. Essayez plutôt de viser des leviers qu'on n'a pas assez activés pour remettre 100 balles dans la machine et permettre de se bouger sur des choses où peut-être on n'a pas été assez loin, on n'a pas creusé le sujet complètement.
Voilà, donc cette mission démarre. Et puis, assez rapidement, avec l'aide de France Stratégie, ce n'est pas une démarche personnelle, France Stratégie réunit autour de son directeur des études 9 autres administrations. Donc il y a RTE pour l'énergie, il y a la DGE, Direction Générale des Entreprises, il y a la Direction Générale du Trésor, il y a la Direction Générale Énergie-Climat, enfin l'INSEE et tout ça. Et ils arrivent à la conclusion que en fait, le 15% à 2035 n'est simplement pas possible. Alors moi, j'aurais adoré pouvoir faire un rapport en disant « Monsieur le ministre, vous avez raison, on va faire 15% d'industrie à 2035 ». Mais ils m'ont dit « Écoutez, si vous le dites, nous, on ne peut pas scientifiquement, enfin je veux dire techniquement, professionnellement, vous cautionner ». Pour ça, pour 3 raisons. La première, c'est qu'on a besoin de tellement de foncier et la compacification des sites va se faire, mais ça va être lent, qu'on ne pourra pas mettre ça en lien direct avec le principe du zéro artificialisation nette, même si on changeait les règles. Le principe, on ne voit pas comment on pourrait le faire vivre. Le deuxième sujet qui est sans doute le plus fort, c'est qu'il faudrait à peu près mettre, je dirais, dans l'industrie tous les ans 200 000 personnes nouvelles, pour faire ce 15%, 200 000 personnes nouvelles formées au métier industriel. Or, aujourd'hui, le flux d'entrée, c'est 60 000 personnes par an. Donc, monter un outil de formation, ça prend du temps. Former des gens, ça prend encore du temps. Vous en avez à peu près, même si on avait un chèque en blanc, sans limite de moyens, vous en avez pour 5 ans au minimum pour faire ça. On n'arrivera pas, pour faire cet objectif, à former suffisamment de gens au métier industriel. Aujourd'hui, on en forme le quart. On met 2 à 3 milliards d'euros par an d'argent public dans cette formation. J'ai dit que si j'avais un chèque en blanc, on n'en a pas un. Essayez-moi de me trouver 10 milliards d'euros par an pour faire cet objectif. Juste. Et puis le troisième sujet qui est en train de changer, c'est celui de l'électricité décarbonée. La CRTE qui nous dit, dans les conditions de la feuille de route de décarbonation, on peut faire une industrie à 12-13% en 2035 et décarbonée, mais on ne pourra pas faire une 15% parce qu'on n'aura pas encore les nouveaux réacteurs nucléaires qui seront là, et donc on aura une limitation dans notre capacité. Alors certes, on pourrait faire une réindustrialisation carbonée, mais c'est là où, avec la commission, une vingtaine de personnalités qualifiées qui m'ont entouré dans cette réflexion, on a fait un pas en arrière, je dirais, en disant on ne peut pas vendre aux Français une réindustrialisation qui serait carbonée. Ça ne marchera pas, on va perdre en chemin, allez, on va dire le tiers, le quart, la moitié de la population pour lequel ce sujet de changement climatique est très important, peut-être plus important que les sujets de souveraineté productive. Et si on veut mener à bien un effort collectif sur 10 ans, il faut absolument qu'on s'insère dans une trajectoire environnementale de décarbonation et de respect de la biodiversité. Voilà, donc on arrivait à cette conclusion-là. Et avant la remise du rapport, je suis allé à Bercy pour dire « Nous avons un souci, je ne peux pas confirmer votre objectif de 15%. C'est un sujet qui est assez sensible, mais finalement l'objectif long terme, c'est un objet de mobilisation. Ce qui est peut-être plus important dans le rapport, c'est les leviers. Et donc, pour ne pas en faire le point de fixation lors de la remise du rapport, je vais énoncer que le 15% n'est pas possible. Un mois avant la remise, on purge le sujet et on part sur des bases plus saines pour le moment de la remise du rapport. Je le fais, c'était Global Industrie. Mais la communication entre le cabinet des ministres et les ministres n'a pas été parfaite. Et le jour où moi je sors publiquement là-dessus, M. Roland Lescure, ministre de l'Industrie, fait une interview en disant 15%, c'est notre objectif. Dissonance médiatique. Dans ces cas-là, le ministre n'a jamais tort, d'une certaine façon, c'est la loi du genre. Et donc, ça a créé une première petite tension sur ce rapport. Et puis, je remets le rapport. Il y a un deuxième objet qui est un peu marquant dessus, c'est que je dis notre potentiel de réindustrialisation, en fait, il est dans les territoires. Les 2/3 de notre potentiel de réindustrialisation, il est dans le tissu existant. C'est les PMI, les ETI. Et donc, c'est pas Paris, mais c'est surtout pas les start-up et pas les gigafactories. Alors, elles ont le rôle. Il ne faut surtout pas me faire dire que l'innovation de rupture, les nouvelles filières, mais ça représente 1/3 de notre potentiel de réindustrialisation à 2035. Vous vous intéressez réellement à l'industrie que l'on connaît, à celle un petit peu invisible de pas mal de médias,
et de gens qui, finalement, chaque jour remettent sur l'établi, c'est ça? Exactement, c'est eux. C'est eux. Si ces industriels-là, si ces chefs, hommes et femmes d'entreprise faisaient leurs projets, leur ambition, et encore une fois, je ne pense pas qu'ils soient des gens dénudés de réalisme, donc quand ils ont une ambition, elle est fondée, et ben, si on arrivait à accompagner tout notre tissu industriel à réaliser les projets qu'ils ont dans les cartons, qu'ils ont envie de faire, on ferait déjà les 2/3 de notre réindustrialisation. On voit bien que ce message-là, il est décalé par rapport à la Startup Nation, par rapport aux centaines de millions d'euros de subventions publiques données pour chaque gigafactory. Alors encore une fois, mon discours n'est pas qu'il faut opposer l'un à l'autre, mais qu'ils sont complémentaires et qu'on avait un propos, un discours public et même une allocation des ressources publiques à travers France 2030 qui n'était pas en phase avec ce potentiel. Deuxième message, un peu difficile à digérer. Voilà. Et donc la publication du rapport a été reportée. Alors une fois, c'était, il y avait le 1er mai, il y avait le 8 mai, il y avait Vivatech, il y avait Choose France, il y avait les européennes, etc. Courant de l'été, les administrations qui avaient fait quelques annexes de rapports, France Stratégie et le Trésor les ont publiés de manière autonome. Et je me suis dit, dans ces conditions-là, cette réflexion qui n'est pas que la mienne, encore une fois, il y a 9 administrations qui ont été impliquées, il y a un collège, une instance d'une vingtaine de personnalités. Il fallait le mettre dans le débat public. Ça aurait été dommage qu'elle soit, je dirais, escamotée. Et donc, j'ai pris cette décision pendant l'été de transformer ce rapport en livre que j'ai publié mi-septembre. Donc, le défi d'une génération. Voilà, réindustrialiser, le défi d'une génération. Voilà, vous avez l'histoire complète de ce rapport. Mais il ne faut pas en faire un... Enfin, quand on demande à des gens une mission indépendante, il arrive que les résultats ne soient pas ceux qu'on attend. C'est la définition. Enfin, voilà. Et donc, à partir de là, la question, c'était de savoir est-ce que je considérais que ces travaux méritaient d'être partagés. Encore une fois, je ne dis pas que j'ai totalement raison. Je ne dis pas que ça a une valeur de référence absolue. Mais on a considéré avec un certain nombre de personnes, et notamment celles qui m'ont conseillé dans cette instance, que ça valait vraiment la peine de verser ces réflexions-là au débat public. Et donc, on a fait ce choix. Si on devait, parce que réindustrialisation, c'est peut-être même donner déjà une vraie définition entre la différence entre réindustrialisation, relocalisation, peut-être pour ceux qui nous écoutent. Alors, d'abord, réindustrialiser, là, souvent, il faut mesurer les choses pour qu'elles aient une valeur. Alors, il y a plusieurs façons de mesurer une réindustrialisation. Est-ce que c'est par les points de PIB? Est-ce que c'est par la balance commerciale? Est-ce que c'est par les emplois industriels? J'ai parlé au moins des 2 derniers jusqu'à présent. Est-ce que c'est les nombres de sites qui ouvrent et qui ferment? C'est un indicateur qui est bien connu. Au niveau macroéconomique, l'orientation qu'on a proposée, c'est qu'on mesure la puissance d'une industrie, d'un pays ou d'un continent, comme l'Europe, par sa balance commerciale en biens. Voilà. Ça mesure à la fois la capacité à s'insérer dans l'économie, sa force, sa création de valeur ajoutée. Et aujourd'hui, d'où l'objectif de réindustrialisation à 2035, qu'on a souhaité exprimer non pas en point de PIB, mais en balance commerciale en biens, en disant en 2035, nous pourrions avoir, si on réindustrialise la France, une balance commerciale en biens structurellement équilibrée. Là où depuis 2005, notre déficit commercial oscille entre moins 50 et moins 100 milliards, ce qui donne quand même le niveau d'ambition qu'on porte, qui n'est pas celui du 15%, mais qui est quand même très très fort. Donc voilà, une réindustrialisation se mesurerait, à mon avis en France, par la balance commerciale en biens qu'on serait capable au moins de rééquilibrer, puis de rendre positive peut-être plus tard. Après, différence entre réindustrialisation et relocalisation. Relocalisation, c'est un mot super pour communiquer, parce que c'est un des mots-clés qu'on a utilisé, qu'on est plusieurs à avoir utilisé, par exemple pendant la crise du Covid, où on avait des activités qui étaient parties, la production de masques, la production de vaccins, et on avait envie de les ramener à la maison pour avoir cette forme de souveraineté. La réalité technique d'une relocalisation est, elle, beaucoup plus difficile à définir. Certes, on avait des usines que pendant les années 90, on a démontées et qu'on a amenées en Europe de l'Est ou bien en Asie. Et là, c'était vraiment une délocalisation. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire le mouvement inverse, c'est-à-dire de reprendre ces usines et de les ramener. Les technologies ont changé, la réglementation a changé, etc. Donc, le mot relocalisation est un terme pour moi qui est plus un terme de communication, pour
porter une politique, pour porter une ambition, qu'une réalité technique. Quand vous dites que vous relocalisez le paracétamol, pour prendre cet exemple, en fait, le processus, il est complètement nouveau parce qu'il faut adapter ce processus-là à nos conditions de réglementation d'environnement, mais aussi nos questions de productivité et de coût. Si on devait, par quoi va-t-on ou devrions-nous commencer pour cette réindustrialisation? Alors, la première, il y a deux choses par lesquelles il faudrait commencer. C'est une question difficile parce que s'il y avait une chose sur laquelle je mets sur la table et je fais ma réindustrialisation, ça ferait sans doute longtemps qu'on l'aurait fait, qu'il y aurait un ministre de l'économie, des finances ou de l'industrie qui se serait saisi du sujet. Donc, ce n'est pas aussi évident de répondre à cette question. Première chose, se donner un objectif collectif ambitieux mais réaliste. C'est ce qu'on a proposé en disant 2035, balance commerciale équilibrée. C'est pas mal la balance commerciale en bien équilibrée parce que ça résonne aussi avec notre souhait de souveraineté, de moindre dépendance d'un certain nombre de marchés. Alors, on peut avoir une balance commerciale équilibrée et rester totalement dépendant d'un certain nombre de produits, de puces électroniques, de vaccins ou autres. Mais quand même, globalement, ça permet de faire le lien avec cet élément de souveraineté. Deuxième priorité, reconnaître ce potentiel caché des territoires. C'est-à-dire, c'est 2/3 de notre réindustrialisation qui doit venir, qui doit venir du tissu industriel existant et rééquilibrer nos politiques publiques, notre discours d'abord, parce qu'un discours c'est mobilisateur, hein, c'est pas simplement des mots en l'air. Quand un président de la République porte une parole, ça nous donne une direction. En tous les cas, c'est comme ça que fonctionne notre démocratie. Et donc rééquilibrer nos politiques et nos discours en prenant bien en compte ce potentiel des territoires. Voilà les 2 premières actions. Après, une fois qu'on a dit ça, qui est plutôt de l'ordre du cadrage, hein, un objectif, une orientation dans le discours politique qui changerait, il y a à peu près 8 initiatives à prendre, très différentes, qui permettraient de lever des freins, notamment pour que ce potentiel de projet que nos industriels ont et qu'ils ne parviennent pas ou qu'ils n'osent pas réaliser, se réalise. Et là, on est très divers. Il y a naturellement le foncier. Notre réindustrialisation est compatible avec le zéro artificialisation nette, mais pas avec les règles qu'on a adoptées, qui sont totalement aveugles à la diversité des territoires. Vous avez des territoires où vous avez du foncier, mais pas beaucoup de projets. Dans d'autres territoires, vous avez plein de projets et ils ne se réalisent pas parce qu'il n'y a pas de foncier. Il faudrait qu'on soit capable de faire l'équilibre entre les deux. Voilà. Vous demandez quand même au président de région de lâcher du potentiel. Pardon ? Vous demandez à un président de région de lâcher du potentiel. Pas tout à fait, parce que je pense faire cet équilibre-là au niveau national est peut-être compliqué, mais le faire au niveau de région, par exemple la région Grand Est est en train de faire une banque des compensations à l'échelle régionale. Donc voilà, peut-être qu'au niveau national ce sera compliqué, mais au moins qu'on le fasse au niveau des régions. Donc le foncier, le financement. On a besoin d'investir en plus, de manière donc supplémentaire, 200 milliards d'euros pendant 10 ans. Alors, ça ne veut pas dire 200 milliards d'euros par an, hein, 20 milliards d'euros par an en plus à réinvestir dans l'industrie. Ça peut paraître beaucoup, c'est 3% de notre épargne des Français. Aujourd'hui, notre épargne, elle part dans des produits qui servent à financer des bons du Trésor et le déficit, des produits de finance internationale. On n'a pas de circuit court pour l'épargne des Français. Allez voir votre conseiller ou votre conseillère bancaire de tous les jours et vous lui dites « J'ai 3 000 euros, je voudrais investir dans un produit qui alimente l'économie de mon territoire ou de ma région. » Je suis absolument certain qu'elle ne saura pas vous proposer ce produit. Et pourtant, on a besoin, il y a une demande d'investissement, les Français ont de l'épargne et on n'a pas le tuyau entre les deux pour 2 ou 3% de l'épargne. Hein. C'est quand même assez dommage. Voilà. Il y a le Made in France. On ne produit pas pour produire, on produit pour vendre. Donc si on veut produire en France, il faut qu'il y ait une demande. On a une commande publique qui est moins patriotique que vous et que moi. En fait, quand vous achetez des biens, et quand je dis vous, c'est l'ensemble des Français, la moyenne des Français, quel que soit le niveau de pouvoir d'achat. Quand on achète des biens, on achète plus de biens en proportion Made in France que ne le fait la commande publique avec l'argent de nos impôts, ce qui est quand même assez paradoxal. Alors on nous dit, oui, mais c'est les règles européennes, la non-préférence. En fait, si on adoptait les mêmes règles
d'achats publics que l'Allemagne, on ferait 15 milliards d'euros en plus de Made in France. 15 milliards d'euros, c'est un quart. Allez, j'ai dit que le déficit commercial était entre 50 et 60 milliards, 50 et 100 milliards. On va prendre le dernier chiffre, c'était 60. C'est un quart de notre précédent déficit commercial. Voilà. La commande publique comme un outil de réindustrialisation. Et on peut continuer comme ça. Il y a 8 initiatives à mettre en œuvre. Les 2/3 ne demandent pas de budget. Les 2/3 ne demandent pas de budget. Donc, ce n'est pas une question difficile qu'on a aujourd'hui sur le déficit du budget et qu'on pourrait mettre en œuvre. La conviction que j'ai, après avoir mis en place territoire d'industrie, c'est que si on mettait en place ces projets au niveau national, comme on l'a fait avec un petit commando de territoire d'industrie, en 2 ans, on aurait déjà les premiers résultats qui seraient perceptibles sur tous les territoires. Mais il faut mettre effectivement ces 6 à 8 projets en route tout de suite, sous forme commando. L'administration sait faire ça. On l'a fait pour territoire d'industrie. On a démontré que c'était possible. C'est devant nous. Est-ce que, quand on reprend un petit peu l'histoire de la France et de la reconstruction de la France, Monet parlait qu'il avait fait son premier plan avec 1000 personnes. 1000 personnes pour repenser un petit peu l'industrie française. Ah, moi, j'ai pas du tout le même chiffre. Ah bon? Dites-moi. Ah, moi, alors, encore une fois, c'est du on dit, hein, mais que l'équipe du plan à l'époque était une équipe très, très concentrée. Voilà. Mais je vous en prie, pardon. Non, alors quand je parle de 1000 personnes, c'était 1000 personnes sur tout le territoire. Ah oui, d'accord. Engagées. Vous croyez qu'on les a aujourd'hui en France? Oui. Ah, totalement. Le sujet aujourd'hui de notre réindustrialisation, il est lié un petit peu à une forme de millefeuille politico-administratif. Alors, ce n'est pas le millefeuille habituel où on va très bas, on dit il y a la commune, il y a l'intercommunalité, il y a le département, il y a la région, il y a l'État. Aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe, moi, quand j'ai la chance d'aller dans beaucoup de territoires, aujourd'hui, après des crises qui ont été très dures, les gilets jaunes, le Covid, l'Ukraine, qui ont donné lieu, alors très dur parce que quand on s'est retrouvé confiné, l'Ukraine, quand on a vu la facture d'électricité exploser, les gilets jaunes, quand on a senti une tension très forte entre la capitale et les territoires, enfin, question de redistribution de la richesse. Aujourd'hui, je dirais, la France des territoires, elle est absolument convaincue que la réindustrialisation est un moyen, ce n'est pas une finalité, de retrouver de la souveraineté, de la richesse bien distribuée dans les territoires. Et on commence à voir poindre un troisième sujet qui est clé pour moi, qui est que réindustrialiser, c'est réduire l'empreinte environnementale. Ça, on n'est pas encore à un niveau de consensus sur le sujet, mais il est en train de grandir et il est parfaitement fondé. Dans quelques années, il n'y a personne qui contestera ça. Et ça, cette prise de conscience, avec les actions qu'il faut faire, j'en ai cité 3, il y en a 6 ou 8 à mettre en œuvre, ça, c'est quelque chose qui est maintenant bien compris, partagé dans les territoires, dans les régions. Vous pensez qu'on est mûr? On commence à être mûr? Par contre, vous avez un discours politique à très haut niveau qui est sur la réindustrialisation et qui tire vers le haut. Et puis entre les deux, vous avez une couche qui, là, n'est pas encore mûre pour faire cet aggiornamento de nos politiques industrielles. Exemple simple, est-ce qu'on est prêt à revoir les règles du zéro artificialisation nette, non pas pour remettre en cause le principe, mais pour trouver des modalités qui s'adaptent à la diversité des territoires et des régions. Aujourd'hui, je n'ai pas encore vu ce message-là se concrétiser. On a fait quelque chose, on a sans doute été trop vite, trop fort. Avoir l'humilité de faire un petit recul en arrière. Voilà. Autre sujet, est-ce qu'on est prêt à mobiliser l'épargne des Français pour investir directement dans notre outil productif? Le Premier ministre a inclus ce sujet-là dans sa déclaration de politique générale. Si vous êtes attentif à ce qui sort dans la presse, on commence à sentir un léger flottement du côté de Bercy sur si on va le faire ou comment on va le faire. Petite parenthèse, ça ne fait que la 3e fois en 20 ans qu'on annonce un livret national pour financer l'industrie. Le premier devait être Sarkozy, le deuxième Ayrault, et aujourd'hui Michel Barnier. Et pour l'instant, il n'a pas existé malgré les 2 premières annonces, donc on n'en est pas à notre premier coup en la matière. Voilà un petit peu la situation. Un discours politique qui a maintenant compris après ces crises la nécessité de cette réindustrialisation. Un tissu français, quand moi je vais dans les régions, dans les sous-préfectures, etc., qui a bien intégré tous ces messages et qui les a compris, les élus locaux par exemple. Et puis il y a encore
un niveau de fonction publique à convaincre pour qu'on soit capable de tous aller dans le même sens. C'est une question de temps. Olivier, sur les 8 points que vous énoncez, quels sont les plus rapides à mettre en place? Et j'ai aussi une autre question autour finalement de quelque chose qui est aussi important pour vous, et puis vous êtes dans la maison des arts et métiers. Comment un ingénieur peut s'impliquer aujourd'hui? Comment un salarié technicien peut s'impliquer? Alors, 2 questions très différentes. Il y en a beaucoup. Oui. Alors, quelque chose qui serait assez rapide à faire, c'est la question de la formation. Alors, je vais vous redonner, je vous ai déjà donné quelques chiffres, hein, mais je vais les rappeler. Aujourd'hui, on aurait besoin, pour faire la réindustrialisation qu'on a préconisée, c'est-à-dire aller vers une balance commerciale équilibrée en 2035 de manière structurelle, on aurait besoin d'avoir 110 000 personnes qui, tous les ans, rejoignent les métiers industriels. Je mets de côté les ingénieurs, hein, donc c'est du CAP au bac plus 3, on va dire. 110 000 personnes. Aujourd'hui, le flux, c'est de 60 000. Mais en fait, ce que je n'ai pas dit jusqu'à présent, c'est qu'on en forme 125 000 par an. Les 2 ou 3 milliards d'argent public pour la formation au métier industriel permettent de former 125 000 personnes. Le drame dans l'histoire, c'est qu'il y a la moitié de ces gens-là qui ne rejoignent pas l'industrie. Et donc, vous l'expliquez comment? Alors, il y a plusieurs explications possibles. La plus forte, c'est que, en fait, l'attractivité des métiers industriels est très faible. Ce que me disent, par exemple, les présidents de région, ils disent « Olivier, j'ai fait l'exercice, tu nous dis il faut faire la bonne compétence au bon endroit. » On a fait l'exercice, on a mis des formations territorialisées, parce qu'en fait, les Français sont peu mobiles. On aime bien rester et travailler autour de son domicile, de son cercle familial, de son cercle d'amis. C'est notre culture. Bon. Donc, on a fait l'exercice, on a mis. Mais on n'arrive pas à remplir nos formations. Alors, pourquoi ? Est-ce que c'est une question de salaire? Non, l'industrie paye 20% de plus en moyenne que des métiers de niveau de formation équivalent dans les services. Il y a 2 raisons à ça, essentiellement, à cette refus. C'est les questions de pénibilité du travail dans l'industrie. Et là, on se heurte à quelque chose qui va répondre à votre première question, c'est que l'image qu'ont les Français des métiers industriels, alors, c'est plus Zola, c'est plus Charlie Chaplin, les temps modernes, mais c'est bloqué quelque part, aller dans les années 80-90. Or, depuis, la plupart, pas tous, mais la plupart des sites industriels ont mis de la robotique, de l'automatisation, voire de la cobotisation, pour permettre notamment d'enlever les tâches répétitives et pénibles. Et cet effort-là qui a été fait, qui est une réalité, n'est en fait pas connu par les Français en général. Et quand je dis les Français, c'est notamment les parents qui ont un point important dans l'orientation choisie pour leurs enfants. Mais c'est aussi les gens du système de l'orientation. Donc, un premier sujet, c'est qu'il faut mieux communiquer sur la réalité des métiers industriels. Tout n'est pas rose, hein. Vous allez dans une fonderie, il y a encore des choses, on ne va pas pique-niquer encore par terre. Pour certains endroits en Chine, on dit qu'on peut pique-niquer au pied des hauts fourneaux. Mais bon, les fonderies que j'ai visitées en France, mais globalement, les conditions sont bien meilleures que celles qu'on imagine, et donc il y a un exercice de communication. C'est pas très cher de faire cette communication-là, et ça peut être rapide. On perd aujourd'hui en France environ 6 milliards d'euros de valeur ajoutée à cause des 60 000 postes vacants dans l'industrie non pourvus. 6 milliards de valeur ajoutée. La famille de l'industrie a fait une opération que j'aime beaucoup, qui s'appelle Avec l'industrie. Elle a réussi à mobiliser 15 millions sur 3 ans. 6 milliards par an, 15 millions sur 3 ans. Je pense que si la famille de l'industrie se mobilisait pour rajouter un 0 à l'opération Avec l'industrie, faire une grande opération de com, comme par exemple ce qui s'est passé pour l'armée, s'engager, si je dis ça, chacun a vu les affiches, le clip, ou bien les artisans, il y a plus longtemps, la première métier de France, première profession de France. Là, il y a un potentiel pour, encore une fois, juste faire ce lien entre la réalité de ces métiers, de l'évolution dans le bon sens de leurs conditions de travail, et l'image qu'en ont les Français pour permettre d'augmenter leur attractivité. Il y a un 3e sujet, à mon avis, qui explique cette difficulté d'attractivité, qui lui est plus long terme. Vous allez demander qu'est-ce qu'on peut faire court terme? C'est ça, reconnecter la réalité des métiers industriels
avec l'image qu'en ont les Français. Il y a un troisième chantier plus long terme à mettre en place sur l'organisation des métiers industriels. Ça, c'est pour demain. C'est une promesse qu'on doit avoir auprès de nos jeunes qui choisissent ces formations-là. Nos organisations industrielles sont souvent issues du modèle de Ford et de Taylor. Elles sont dites mécanistes. On voit bien l'organisation. Aujourd'hui, dans les services, vous pouvez faire du télétravail. Ces organisations-là ne permettent pas de faire du télétravail, pour plein de raisons. Et donc, le pari qu'il y a devant, et c'est un appel que je fais aux organisations syndicales, patronales et de salariés, c'est réinventons ces organisations. Nous devons être capables de dire aux jeunes qui choisissent l'industrie, on n'a pas la solution aujourd'hui, mais dans quelques années, on s'engage. Vous aurez autant de flexibilité, autant d'équilibre de vie perso-pro dans l'industrie que vous en avez aujourd'hui dans les services. Ça, c'est le troisième élément, mais là, on est un peu plus sur le long terme et je m'écarte de votre première question. Court terme, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a l'argent pour former suffisamment de gens au métier industriel pour faire la réindustrialisation que j'évoquais, mais il faut les rendre attractifs et il y a un écart entre la réalité et la façon dont ils sont vus. Ça s'appelle une opération de com, ça peut se faire en 18 mois, c'est jouable et à l'échelle de l'enjeu économique, ça ne va pas nous coûter très très cher, c'est vraiment un très bon retour sur investissement. Voilà. Puis vous m'avez posé une deuxième question, qu'est-ce que peut faire un ingénieur prendre la parole. Toujours dans la même idée, hein. Certes, il n'y a aucun doute, ces gens-là sont des professionnels, ils sont impliqués, ils ont des compétences, etc. Ils exercent leur métier, c'est parfait. Mais il faut faire connaître comment on peut s'épanouir dans l'industrie. Encore une fois, je vais dans le même sens. Hein. Alors à tous les niveaux, hein, c'est dans votre territoire. Il y a des milliers d'actions qui sont faites. Prendre la parole sur les réseaux sociaux. Je vous recommande un podcast régulier, ça s'appelle « Les meufs de l'industrie ». Vous savez qu'on a un taux de féminisation très faible, trop faible et qui évolue pas assez dans l'industrie. Et donc pour montrer comment on peut s'épanouir quand on est une femme dans l'industrie, elles ont fait des petits clips, des petites capsules vidéo avec des personnes vraies qui parlent de leur propre expérience, de leur choix, de comment elles sont tombées dans l'industrie, qui n'ont pas toujours été très linéaires, et comment elles y trouvent leur bonheur, leur équilibre, leur épanouissement. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à tous les niveaux ? Prendre la parole. Qu'on soit un technicien, qu'on soit un opérateur, mais aussi qu'on soit un directeur d'entreprise, voire un dirigeant d'une grande entreprise. Aujourd'hui, la famille de l'industrie ne parle pas assez de ce qu'elle peut apporter à la société et ce dont elle a besoin en retour. Qu'est-ce qu'elle apporte à la société ? De la souveraineté, de la cohésion territoriale avec des bons emplois répartis dans tout le territoire et pas simplement dans les métropoles, et puis de la réduction de notre empreinte environnementale. C'est un super fort message. Il faut que nos cadres, nos dirigeants portent ce message. Et puis en face, qu'ils aient une liste de demandes réalistes. Et là, on en revient aux 8 initiatives qu'on a évoquées. Prendre la parole. Alors, peut-être qu'un industriel n'est pas un agriculteur, mais comment réellement l'inciter ? Ah, ça, c'est une belle question. Alors, le terme agriculteur vient de la discussion qu'on a eue avec quand même un monde agricole qui a été bruyant par rapport à ses attentes, qui a fait des manifestations. Je ne sais pas si l'industrie s'autoriserait à verser des tombereaux d'écrous devant les sous-préfectures quand les agriculteurs ont déversé des tonneaux de lait ou des tombereaux de chou-fleur. Hein. On a ces images-là quand même fortes dans la tête du revendication d'un secteur économique. Aujourd'hui, en France, il y a une partie des chefs d'entreprise qui sont prêts à s'engager dans cette prise de position publique. Alors, je les ai qualifiés les néo-industriels. Ils sont souvent porteurs d'une conviction très forte, c'est-à-dire au-delà même de leur métier, ils ont une grande cause. Ça peut être le développement du territoire, ça peut être le Made in France, ça peut être l'environnement. J'en ai fait un petit bouquin avec 15 portraits que j'ai donc appelé les néo-industriels, l'avènement. Ces gens-là sont rentrés dans cette dynamique où la politique, ça ne se fait pas simplement dans les boudoirs des cabinets ministériels, etc. Mais ça se fait, alors on peut l'aimer ou on peut le regretter, ça se fait aussi dans la vie publique, dans le débat public, et ils sont prêts à rentrer. Voilà. Il faut qu'on en ait plus. Il faut que cela nous serve d'exemple. Il faut que ces néo-industriels que je rencontre dans tous les territoires où je vais, il y en a toujours un, deux, des femmes, des hommes, des âges différents, des métiers très différents, mais qui sont investis. Il faut qu'ils attirent les autres.
Il faut qu'il fasse courroie d'entraînement. Voilà un petit peu que ma réponse. C'est aujourd'hui, on a une partie de ce monde industriel qui est prêt à porter cette parole et c'est essentiel. Ils sont beaucoup plus influents que moi ou que n'importe quel expert, hein, parce qu'ils sont dans la vraie vie, avec des vraies équipes, avec une vraie usine, etc. Et il faut que cela continue et entraîne d'autres dans cette démarche de prendre la parole, d'expliquer ce que l'industrie apporte à un projet de société. L'industrie, ce n'est pas une finalité, c'est au service d'un projet de société. Et puis, ce qu'elle est légitime d'attendre en retour de la part de cet environnement politique et économique. Autre question, est-ce que finalement les industriels sont suffisamment innovants par rapport, je dirais, à la déferlante du numérique, de la 5G, de plein de technologies finalement, qui sont en train de bouleverser un petit peu nos habitudes? Alors, c'est un sujet à plusieurs étages. Le premier, c'est nous n'avons pas suffisamment modernisé notre outil productif. On s'en est rendu compte pendant la crise du Covid avec France Relance, lorsque on a ouvert un guichet justement pour moderniser, non pas la dernière start-up sur le plateau de Saclay, mais la petite PMI de Creuse. Il y a eu un déferlement de dossiers, le guichet a explosé, il y a eu un réabondement. Donc, en fait, il y a plein de projets de modernisation qui ne vont pas jusqu'au bout aujourd'hui et qu'il faut accompagner. Alors, je vous coupe, mais quand vous avez reçu l'ensemble de ces dossiers, est-ce qu'il n'y avait pas vous étiez effrayé? Vous dites c'est une belle promesse d'avenir? Alors, c'est toujours l'histoire du verre à moitié creux, à moitié plein, et moi je suis plutôt un optimiste total, et donc j'y vois un superbe potentiel. Alors, ce qui m'a un peu énervé dans l'histoire, c'est que 90% dans ce guichet-là, il fallait montrer 3 devis. Vous alliez vous moderniser, vous achetez une machine-outil ou autre pour le faire, ou un système d'industrie 4.0, et donc il fallait montrer 3 devis. Okay, 80 à 90% des devis étaient asiatiques. Ça m'a... C'est pas le potentiel et cette envie des industriels, au contraire, je compte. Mais c'est qu'on ne soit pas capable de répondre avec au moins de l'européen et si possible du français à cette demande-là. Voilà, donc ça, c'est le premier sujet. L'industrie 4.0 n'a pas assez diffusé dans notre outil productif aujourd'hui. C'est un constat. Il faut l'accompagner, il faut aider cet investissement-là. Il y avait du suramortissement ou de l'aide publique à l'investissement qui avait existé. Ça va être compliqué dans les années à venir, mais ça, c'est la première couche. La deuxième couche, c'est est-ce que notre pays est suffisamment innovant justement pour faire ces innovations de rupture, cette bascule dans le nouveau monde? On a longtemps cru que c'était un avantage comparatif de l'Europe. Aujourd'hui, les rapports sont à peu près clairs et convergents. Nous sommes en retard par rapport aux États-Unis et à la Chine, et cet écart s'accroît. Donc nous avons un vrai autre sujet, qui n'est pas simplement la diffusion de ces briques technologiques dans notre outil productif pour le rendre plus réactif, plus performant, plus productif, mais on a aussi un vrai sujet de récupérer cette capacité d'innovation. C'est pour moi un sujet sur lequel j'ai creusé, donc je n'irai pas beaucoup plus loin que le constat. On y a mis quand même des moyens considérables. Peut-être un élément dessus, 70% de la recherche privée était financée par l'industrie. Quand on a désindustrialisé, on n'a pas simplement perdu un secteur économique, pas simplement perdu des emplois qui étaient dans les territoires, l'usine qui ferme, principal employeur d'une sous-préfecture, mais on a aussi perdu du financement de recherche privée, en l'occurrence. Et si on réindustrialise, on va récupérer aussi une partie de ce financement-là. Parlons un petit peu justement des jeunes, de la formation et de la formation des ingénieurs. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est en phase avec ce qui va se passer, ou est-ce qu'on est aussi en retard? Alors c'est un nouveau sujet pour moi sur lequel j'ai besoin d'affiner ma réflexion. Le premier point, moi, qui me marque, mais qui est lié à l'ensemble de notre système, et j'en suis issu et j'en suis fier, hein, donc il y a une forme d'ambivalence, c'est qu'on a beaucoup été attiré par des formations, je vais dire, élitistes et générales. Je faisais une table ronde avec la directrice générale de l'Institut Mines Télécom. Elle a énoncé, c'est elle, hein, publiquement, que 35% seulement des ingénieurs Mines Télécom rejoignaient l'industrie.
Je vous ai dit que j'ai fait du conseil, j'ai recruté des ingénieurs dans le conseil aussi, et la finance ne manque pas de le faire de temps en temps. Donc on a créé des formations d'ingénieurs, ou du moins l'image qu'on en a véhiculée, c'est cette formation très générique du groupe A des écoles d'ingénieurs. Quand on va sur le terrain, les demandes sont beaucoup plus de compétences, d'expérience liées à la production et liées à d'autres choses aujourd'hui que la production, mais on est sur des profils, et ceux-là souvent manquent. Des ingénieurs en électromécanique, ça manque. En électronique de puissance, ça manque. Voilà, et c'est pas ces cohortes-là sont encore à créer. Encore une fois, je ne veux pas aller trop loin parce que c'est une réflexion que je n'ai pas poussée jusqu'au bout, et je suis prudent par rapport aux réflexions que je n'ai pas eu le temps de faire aboutir. Mais aujourd'hui, notre système de formation de l'ingénieur a privilégié une figure de l'ingénieur généraliste qui ne répond pas à tous les besoins de l'industrie. Et puis alors quantitativement, aujourd'hui, on a un vrai sujet que je n'ai pas mis dans mes centaines de milliers, parce qu'on est plutôt à l'ordre du millier ou de la dizaine de milliers, mais on a un vrai sujet de quantité d'ingénieurs formés. On en a trop ou pas assez? On n'en a pas assez. Alors, enfin, c'est tout un débat, parce que si tous les ingénieurs allaient dans l'industrie, on en aurait trop. Mais comme il n'y en a qu'une petite fraction qui va dans l'industrie, on n'en a pas assez. Et donc, ça pose aussi la question de l'attractivité. Si j'ai recruté des ingénieurs dans le conseil, ou s'ils se font recruter par la banque, c'est aussi que les salaires sont significativement supérieurs, qui est un facteur d'attractivité. On a quand même cet aspect-là aussi dans le choix des jeunes. Alors, pour en revenir un petit peu à votre livre, qui est un petit coup de gueule quand même, on dira ça comme ça, ou du moins vous avez posé un pavé. Est-ce qu'il va être lu par le prochain ministre de l'Industrie, ou on va toujours se servir pour caler une armoire? Alors, je ne le vois pas comme un coup de gueule, je ne le vois pas comme un pavé. L'objectif, c'est quand même de faire... Et ce n'est pas un objectif individuel, on a été une vingtaine de personnes dans l'instance qui a piloté de ça, avec des élus locaux, des élus régionaux, des chefs d'entreprise, des syndicalistes, un philosophe, un sociologue, un homme d'image aussi. Donc j'avais souhaité faire quelque chose de très pluridisciplinaire. Mon rêve, ce serait que ça devienne un point de référence d'une réflexion à un moment donné. Ce ne sera pas pour très longtemps, mais au moins que ça fasse... Donc l'objectif, c'était de faire un objet de référence, une réflexion de référence, et plutôt qu'un coup de gueule, de se dire, il y a plein de rapports qui ne sont pas publiés, et je pense que notre démocratie mérite de partager aussi ces réflexions. Il y a un rapport, par exemple, aujourd'hui, qui est le rapport d'Armaillan de 2022 sur l'électricité et sur le prix de l'électricité. L'électricité, c'est la sève de l'industrie, c'est même la sève de l'économie, enfin l'énergie, c'est la sève de l'économie. Je trouve dommage que ces réflexions aient été un peu confisquées au débat public. Donc, s'il y a un coup de gueule, c'est moins sur le fond que sur la forme, en disant il faut qu'on partage ce type de réflexions-là. Elles font partie du débat public. Elles vont aider à notre pays à aller mieux demain. Encore une fois, si on veut de la souveraineté, si on veut de la cohésion territoriale, si on veut de la réduction de notre empreinte environnementale, il faudra faire de l'industrie, il faudra réindustrialiser. C'est une nécessité. Voilà. Alors après, la deuxième question, c'est est-ce qu'il va être lu? En tous les cas, je sais qu'il est connu, puisqu'il se trouve que nous enregistrons aujourd'hui et que je suis invité à rencontrer notre nouveau ministre de l'Industrie cet après-midi. Je vous dirai peut-être après mon sentiment de savoir comment il a été reçu. On verra. Merci beaucoup, Olivier, pour cet entretien. Donc, rendez-vous certainement sur Global Industries. Et puis, on va suivre justement le dossier. Merci encore. Avec grand plaisir. C'est une passion. Merci beaucoup.